l'économie, mettre de nouveaux axes et accessoirement créer des technosignatures aussi. Puisque c'est les émissions de carbone, la luminosité font partie des technosignatures qui pourraient nous faire repérer dans l'espace. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a eu des hypothèses sceptiques. Il a été dit que ça peut être des influences de la science-fiction en raison du roman de Jules Verne où il y avait l'Albatros notamment, avec Robert le Conquérant, parce qu'il y a quelques points communs, ou les romans de Frank Reed qui parlaient aussi de dirigeables sûrement influencés par Jules Verne. Mais on ne voit pas comment des gens pourraient perdre la tête ou avoir des hallucinations en lisant des ouvrages de science-fiction. Il y avait bien des projets délirants, fantastiques de dirigeables dans la presse, mais on savait bien qu'ils étaient réalistes. On ne voit pas pourquoi les gens verraient soudainement des dirigeables à cause de ça. Il était question de confusion de Vénus ou des étoiles, thèse peu convaincante, où on cherchait surtout le génial inventeur. On imaginait que dans la campagne, il y avait un inventeur qui avait réussi à produire des dirigeables très performants. Il y a eu des doutes sur certaines personnalités, on pensait l'avoir identifié, puis finalement ils ont démenti. Il y a eu beaucoup de tentatives d'escroquerie, mais finalement ça menait à rien. On n'a jamais déterminé qui aurait pu être le créateur des dirigeables, quels entrepôts ils utilisaient, où est-ce qu'ils étaient localisés, quelle technologie aurait permis toutes ces... Curieusement aussi, ces entités, enfin Farmer, pour beaucoup, se présentaient comme pilotes juste d'un airship, d'une technologie un peu plus avancée, ça va remplacer notre train. Mais ils ne se présentaient pas du tout comme après, se disant de planètes incroyables. C'était plus après dans la science-fiction, du coup, dans les 50, surtout en 54, ou un peu ce genre de cas. Là, on restait dans une thématique justement où ils se présentaient comme juste pilotes, pas du tout venant d'une planète extérieure. On a eu un ou deux cas où des gens prétendaient venir de Mars ou de... Il y en a qui prétendaient des canaux encore. Parce qu'on était dans la mythologie des canaux, de tout ça. À cette époque-là. Oui, c'était l'époque. Il y avait le mythe des canaux qui avait été initié par Lowell, Schiaparelli, qui imaginait des canaux sur Mars, mais c'est des erreurs d'optique. C'est ça. Mais le phénomène semble toujours s'adapter à la civilisation. Oui, là, on pourrait parler d'adaptation parce qu'il s'inspire de quelques dirigeables comme chez Richel qui avait volé mais autour d'un pâté de maison qui avait fait 1 ou 2 kilomètres, ou des dirigeables naissant en France ou en Allemagne, mais qui n'étaient pas très performants. C'est plutôt à partir de 1900 les dirigeables Zeppelin de 1900 à 1914 où là on a eu vraiment des dirigeables beaucoup plus gros, beaucoup plus performants. Mais à l'époque, 1996-97 aux États-Unis, il n'y avait pas grand-chose. Alors peut-être qu'ils sont inspirés de ça, des premiers avions. Le seul, c'était Clément Ader. Mais en France, il avait construit une espèce de chauve-souris qui s'élevait sur quelques kilomètres. Après, il y a eu une vague de 1909. Elle n'a pas duré très longtemps. J'en parlais aussi. Ça a commencé au Royaume-Uni, où le policier P.C. Kittle dit avoir vu un dirigeable projetant des raies de lumière au-dessus d'une église. Et puis on commence à cumuler d'autres témoignages partout au Royaume-Uni, avec des déplacements, des manifestations de dirigeables, toujours utilisant des projecteurs. Il a été pensé que puisse être des espions, des dirigeables espions allemands. Mais si on prend les records mondiaux, ils n'auraient jamais pu, à l'époque, en tout cas au mois près, traverser la Manche pour aller pour faire le trajet qui était à peu près de 900 km entre les entrepôts Zeppelin et puis l'Angleterre. Surtout que c'était plutôt à partir des années 14, utilisé comme militaire. Et quel est ton avis personnel sur ce sujet-là, justement? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Qu'on a eu une première vague aux États-Unis, qui a été d'abord locale, et ensuite qui s'est vraiment étendue, et ensuite, une dizaine d'années plus tard, qui s'étend cette fois-ci en Angleterre, puis après en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui est à 18 000 km de l'Allemagne, on rappellera. Donc il n'y a aucune explication technologique. On imagine très mal l'Allemagne envoyer des dirigeables partout dans le monde, comme ça, qui ne se font pas prendre, qui n'ont pas d'accident, enfin pour les archives mystérieuses en tout cas. Et donc on pourrait supposer que ce soit une intelligence externe qui s'amuse à faire des démonstrations comme ça, peut-être pour visiter, pour observer, pour surveiller, qui en profite pour faire passer quelques messages pour nous initier à une idée
qui est que nous ne sommes peut-être pas seuls. Peut-être qu'à l'époque, ils s'en doutaient pas, mais c'est après des ufologues qui ont réétudié le sujet et qui ont vu qu'il y avait quand même beaucoup de points communs avec les ovnis modernes. Il y a toujours ce phénomène d'ostentation et Zulviness, c'est-à-dire toujours rester et puis aussi décrédibiliser le témoin, c'est-à-dire de présenter toujours le phénomène de façon étrange, de façon peut-être exprès par le phénomène. Oui, en ajoutant des détails qui peuvent apparaître loufoques, Voilà. fantasques, décalés ou irréalistes, comme une sorte d'autodérision, ou pour faire en sorte que ce témoignage ne soit pas pris au sérieux par